Si vous avez 1000 euros à investir mais vous ne savez pas par où commencer, eh bien vous êtes au bon endroit parce que je vais vous partager les 6 meilleurs investissements rentables et passifs que vous pouvez utiliser pour développer votre patrimoine. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, il y en a 6 et on finira par un exemple de portefeuille si je devais investir 1000 euros et je vais vous donner la répartition exacte par rapport à ces 6 investissements. Et pareil, est-ce que je les mets tous à l'intérieur du portefeuille ou si j'en enlève un ou deux. Donc on va commencer en premier lieu par le premier qui est le plus simple et dont on entend le plus parler, ce sont les ETF. Donc là, c'est quoi un ETF? Donc c'est tout simplement un fonds indiciel qui réplique la performance d'un indice boursier et ça permet d'investir dans un panier d'actions avec des frais réduits. C'est très passif, c'est-à-dire que le fonds il est géré, mais nous on n'a pas à le gérer de notre côté, hein. C'est-à-dire que l'émetteur il va automatiquement faire rentrer certains titres, les enlever en fonction de la taille des capitalisations directement, et c'est un choix qui est vraiment excellent, qu'on soit débutant ou non, surtout si on a peu de temps à y consacrer, et ça permet d'éviter de passer un certain temps qui va être un temps qu'il faut se libérer pour choisir les actions, définir aussi est-ce que cette action est intéressante ou non. Donc ça c'est la première possibilité, notamment souvent avec un ETF large si vous voulez que ce soit le plus passif possible. Vous mettez sur un ETF World ou un ETF S&P 500 et déjà vous avez quelque chose qui performera plus que la majorité des investisseurs. Maintenant, le deuxième élément au niveau des investissements, c'est le crowdfunding immobilier. Alors pour le coup, pour moi, je trouve que c'est aussi une classe d'actifs qui est intéressante sur laquelle je suis pas mal investi. Donc là, ça consiste à financer des projets de construction ou de rénovation par le biais de plateformes en ligne. Donc les rendements, ça peut varier entre 5 et 12% par an. Ça comporte aussi un risque, comme tous les investissements que je vous partage ici, lié à la réussite des projets. Donc c'est-à-dire est-ce que le promoteur, le marchand de biens a réussi à vendre au bon prix, est-ce qu'il a dû baisser un petit peu sa marge, etc. Moi pour l'instant, j'ai eu aucune perte d'argent en ayant investi plus de 10 000 euros au total sur du crowdfunding. Par contre, ce qui est important, c'est de diversifier sur plusieurs projets. Et pour ça, moi, je passe par la première brique. Donc là, je suis actuellement sur 37 projets, mais au total, j'ai investi sur 40, je pense. Non, même plus, j'ai investi sur 52 projets. Au total, j'ai investi plus de 16 000 euros ici. Et donc là, pourquoi je suis à 9 000? C'est parce que tout simplement, il y a eu des remboursements. Donc j'ai eu quasiment la moitié qui m'a déjà été remboursée. Et ça permet surtout d'avoir un bon taux, parce que moi, je suis à 12,13%. Donc ce qui est vraiment top. D'ailleurs, pour la première brique, c'est pour moi la meilleure plateforme. Il en existe d'autres aussi comme Club Funding, Riser qui sont pas mal. Mais pour moi, toutes les autres, je ne les utilise pas. J'utilise que ces trois plateformes-là avec gros focus sur la première brique sur laquelle j'investis le plus. Si vous n'avez pas un compte d'ailleurs chez eux, je vous mettrai un lien sous cette vidéo qui vous permet d'avoir 1% de rendement sur le premier investissement. La majorité des projets sont souvent entre 11 et 12%. Donc là, on peut voir que celui-ci, il est à 11,5. C'est une collecte qui est encore en cours, mais en général, voilà, ça tourne dans ces eaux-là, notamment avec la remontée des taux entre 11 et 12. Là, on est à 12. Et il y a encore quelques temps, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'un an et demi, moi, quand j'investissais, les taux, c'était pas à ce niveau-là. On était plus sur du 9, du 9,5, du 10. Mais là, du coup, vu qu'il y a les taux bancaires qui ont augmenté, pareil, les taux d'emprunt aussi pour les marchands de biens, les promoteurs, etc. ont augmenté. Donc, je vous mettrai un lien sous cette vidéo si ça vous intéresse. On peut investir d'ailleurs dès 10 euros directement. Ensuite, après le crowdfunding immobilier que je trouve pertinent et que vous allez voir, je vais vous le partager dans ma répartition ici pour un portefeuille de 1000 euros. Le troisième investissement, c'est les actions à dividendes. Donc, les actions à dividendes, là, c'est des actions d'entreprise qui versent un dividende aux actionnaires. Donc pour l'exemple ici, en investissant en 1000 euros, vous pouvez acheter des actions d'entreprise bien établies avec un historique solide et des versements de dividendes. Ça peut être du Coca-Cola, Johnson & Johnson, il y en a plein d'autres. Et ça permet de générer un revenu entre guillemets passif une nouvelle fois, tout en profitant de l'appréciation des actions. Là encore une fois, il faut bien choisir les actions et très souvent le prix d'un actif, c'est le prix réel du marché entre les vendeurs et les offreurs. Donc c'est pour ça que souvent quand on investit en ETF, c'est qu'on estime qu'on n'est pas meilleur que le marché et que le marché a déjà défini le juste prix. Donc là, si vous investissez en actions, sachez que notamment les actions à dividendes, ça peut être intéressant pour avoir une rente, etc. Mais ça va demander du coup un certain temps. Donc même si le revenu peut être un petit peu passif sur le versement de dividendes, ça va demander un temps actif pour analyser les actions, chercher les meilleurs titres, analyser les bilans, etc. Et pour moi, il y a aussi un inconvénient important. Donc là, c'est pour les résidents fiscaux en France. Donc c'est que les dividendes, ils sont soumis à une imposition forfaitaire de 30%.
Alors, mis à part si on est sur un PEA où du coup, si ça reste dans l'enveloppe, c'est pas fiscalisé et après 5 ans, c'est que 17,2, il n'y a plus d'impôts. Mais la réalité, c'est que la majorité des personnes qui investissent sur des actions à dividendes, qui veulent les meilleures sociétés avec des dividendes qui ont été croissants sur le long terme, bah, souvent, c'est des entreprises qui sont aux US pour une très grande majorité. Donc, la grande majorité des personnes qui vivent de leurs dividendes sont majoritairement exposées sur le marché US au niveau des actions. Donc, c'est du 30% juste ici. Et cette fiscalité, donc ça réduit significativement le rendement net des dividendes et ça limite la fructification des intérêts composés. C'est-à-dire que finalement, à chaque fois qu'on perçoit un dividende, on se prend 30% pour l'exemple sur un compte titre et après on réinvestit. Mais du coup, on réinvestit avec 30% en moins de ce dividende. Donc c'est quand même assez dommage. Donc pour cette raison, donc les actions à dividendes, elles peuvent être moins attractives pour les investisseurs français à la recherche de croissance à long terme à ce niveau-là. Après, c'est voilà quelque chose que je voulais vous partager parce que c'est aussi ça peut être intéressant pour vous donner une idée. Moi, je suis expatrié à Maurice et à Maurice, je connais ici des personnes qui ont des très très gros portefeuilles d'actions à dividendes avec des centaines, voire peut-être même pour certains 1 million de patrimoine dans des actions à dividendes. Mais la fiscalité, c'est zéro ici sur les actions à dividendes. Donc eux, ils s'en moquent un peu que finalement qu'ils vont devoir réinvestir, que ça va limiter les intérêts composés parce que ce n'est pas leur cas. Même si ça fait quand même des ordres d'achat supplémentaires qu'il n'y aurait pas sur une personne qui investit 100% en ETF. Mais en tout cas, voilà, pour vous donner une idée, je sais que les rentiers que j'ai rencontrés ici à Maurice sont soit 100% ETF, soit 100% pour beaucoup actions à dividendes, mais ils ont une fiscalité à zéro dans les deux cas, ce qui optimise beaucoup plus les choses et qui leur a permis de créer un gros patrimoine sur la bourse, parce qu'à Maurice, après, sur les revenus autres que les investissements, là, il y a des impôts à payer. Ensuite, quatrième point, c'est les crypto-monnaies. Donc pour le coup, ça a été la classe d'actifs la plus performante des 15 dernières années. Donc surpassant les actions, les obligations et l'immobilier en termes de rendement. Donc une exposition aux crypto-monnaies, Bitcoin principalement ici, qui est le king dans le domaine des crypto-monnaies, ça peut être intéressant pour diversifier un portefeuille, surtout pour les investisseurs qui ont une tolérance au risque qui est élevée. Et cependant, pareil, il est essentiel d'être conscient des fluctuations importantes des prix, c'est-à-dire qu'une crypto, même si c'est du Bitcoin, ça peut se prendre un moins 20 en 24 heures, même si maintenant la capitalisation elle devient très très importante, on peut avoir encore du moins 20 parce qu'il y a des institutionnels qui détiennent ces actifs-là et c'est les premiers actifs qui vendent si demain il y a un problème pour le moment, étant donné que ce sont les actifs à risque les plus importants. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, mais pour le coup, c'est vraiment la classe d'actifs qui surperforme tout jusqu'à maintenant au cours des 15 dernières années. Donc de ne pas s'y exposer du tout, ça peut être aussi quelque chose de dommage. Mis à part si on connaît parfaitement son appétence au risque et qu'on sait qu'elle est extrêmement faible, dans ce cas-là, si on se connaît bien, autant se dire j'investis pas dessus parce que ça ne me correspond pas à ce niveau-là. Ensuite, cinquième investissement, c'est les obligations d'État. Et ça va être assez intéressant. Je vais vous montrer les taux de rendement des obligations. Alors, pour le coup, ce sont des titres de créances émis par des gouvernements, donc ça peut être la France, les États-Unis, l'Espagne, la Roumanie, peu importe le pays. Et lorsqu'on achète une obligation, donc on prête de l'argent à l'émetteur, donc à l'État, en échange d'un revenu fixe sous forme d'intérêt qu'on va appeler un coupon, alors on ne va pas parler de dividendes ici, et du remboursement du capital à l'échéance. Donc concrètement, imaginons je prête 10 000 euros aux US, il faut savoir que ces 10 000 euros que j'ai déposés, je vais les récupérer qu'à la fin de la date de mon obligation. Donc imaginons si j'ai pris des obligations de 10 ans, à terme sur 10 ans, au bout de 10 ans, je vais récupérer mon capital. Et entre-temps, par contre, je vais recevoir mon coupon. Donc un coupon, il peut aller de 0,5% à 5% sur certaines obligations. Et ça dépend aussi, bien entendu, de la période. Là, ici, je parle principalement des obligations d'État parce que c'est quand même, de manière générale, plus safe que des obligations d'entreprise. Parce que concrètement, si on veut perdre son argent sur une obligation d'État, imaginons des obligations américaines, il faut que les États-Unis se déclarent en faillite, soient en faillite et qu'ils ne puissent plus rembourser. Donc ça peut arriver, mais quand même, la probabilité, elle est quand même plutôt faible si on compare à une entreprise de location de voitures qui émet des obligations ou demain, s'ils font juste une petite faute de gestion, l'entreprise peut aller au tapis directement. Donc pour information, on peut voir qu'ici, des obligations du Trésor américain à 10 ans, on est environ à 3,61%. Donc les taux, ça peut fluctuer donc, en fonction des conditions économiques et des politiques monétaires. Donc actuellement, on a les taux qui remontent. Donc, pareil, les obligations étaient beaucoup remontées. Pour information, ici, si on se met sur 10 ans, vous allez voir qu'il y a des périodes où les obligations, c'est pas du tout intéressant. Là, voilà, vous voyez ici, si on se met en 2020, les obligations, on était à 0,56%.
Donc concrètement, le cash ne rapportait rien et si en plus on enlève l'inflation, etc., voilà, vous imaginez la perte d'argent. Par contre, quand on arrive à avoir des obligations qui vont être à quasiment 5% sur un État comme ici les États-Unis, bah, c'est du capital qui est pas garanti, parce qu'encore une fois, il y a un risque que l'État fasse faillite, mais le risque peut être quand même minime. Et donc ici, une personne qui a acheté ici à du 5% et qui conserve son titre, bah, pendant une certaine période, bah, ça va être hyper intéressant. Pendant 10 ans, il prend du 5%, ce qui est plutôt sympa. Et ce qu'il faut prendre en considération, c'est que même si on achète des obligations, on peut vendre en cours de route. Après, c'est vraiment pas conseillé parce que bah, en fonction de là où on a acheté, si on a acheté pour le coup ici, imaginons à 0,68, quand on avait 0,68% à ce niveau-là de rendement, bah, quelqu'un, si les obligations, maintenant les rendements sont à 3, s'il nous la rachète, ça va être vraiment rien du tout. Donc, il y a moyen quand même de perdre de l'argent sur des obligations. Donc, la stratégie, c'est d'acheter et ne pas revendre tant que finalement la date finale n'est pas finie. Imaginons ici sur 10 ans. Si on prend maintenant les taux sur 30 ans, on peut voir que là, on est quasiment à 4%. Ici, on est actuellement à 3,61. Donc actuellement, si on emprunte aux États-Unis, donc sur 30 ans, donc encore une fois, il faut s'engager du coup pendant 30 ans, sinon on revend en cours de route, mais il y a quand même un risque que les obligations baissent ou montent. Mais là, je vais mettre sur le max, vous allez voir au niveau des taux un peu ce que ça a donné. Donc pour l'exemple, il y en avait eu des taux des fois qui étaient plus élevés. Juste ici, on a déjà eu des taux quasiment à 8% sur des obligations. Actuellement, on est, comme on peut le voir, à 3,93. Donc c'est aussi une classe d'actifs qui peut potentiellement être intéressante en termes de diversification et qui est vraiment passive. Ensuite, par rapport à ça, donc les courtiers pour pouvoir acheter des obligations, alors pas tous les courtiers le permettent. Typiquement, si on est chez, pour le coup, Fortuneo, je ne crois pas qu'on peut acheter directement des obligations. Il y a Charles Schwab qui est un courtier américain sur lequel on peut en acheter. Trade Republic où on peut aussi en acheter. Par contre, il ne me semble pas qu'il y a des obligations américaine, dans mon cas sur mon compte, je ne crois pas que j'avais vu d'obligations américaines. Interactive Broker aussi qui permet l'achat d'obligations. Ensuite, en 6e point, c'est les SCPI. Donc là, pareil, ça permet d'investir ici dans l'immobilier comme le crowdfunding, donc sans avoir à gérer directement les biens. Donc là, une SCPI, elle collecte des fonds auprès des investisseurs pour acquérir et gérer un parc immobilier. Donc ça peut être des bureaux, des commerces, des résidences ou autres. Et en échange, les investisseurs donc, ils perçoivent des revenus sous forme de dividendes proportionnels à leur investissement. Au niveau des rendements, on est sur des rendements en général entre 4 et 6%. Donc on peut voir qu'on est moins élevé que sur du crowdfunding ou que sur des rendements de la bourse. Par contre, encore une fois, ça permet de s'exposer à une autre classe d'actifs, ici pour l'exemple au marché immobilier. Et le gros avantage aussi, c'est que au niveau ici de la SCPI, ça c'est que on n'a vraiment aucune gestion ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous partager un exemple de portefeuille. Et juste avant, d'ailleurs, par rapport à la SCPI, moi, je passe par Louvainvest. Donc, j'ai investi un peu plus de 5 415 euros au total. Alors, j'ai investi moins en réalité. C'est juste que j'ai eu mes SCPI qui ont été revalorisés sur lesquels j'avais investi. Donc, je peux vous montrer d'ailleurs sur quoi je suis investi. Moi, j'en ai que deux, juste ici. J'ai Hirokozen, juste ici. Donc, voilà, c'est quasiment 97%. Et après, j'ai Novaxio Neo. D'ailleurs, pareil, je vous mettrai un lien sous cette vidéo sur Louvainvest qui vous permet d'avoir 25 euros offerts directement sur sa première SCPI. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a des SCPI. Alors, certaines, on peut voir que c'est minimum 5 000 euros qu'il faut investir. Mais moi, pour l'exemple, Novaxio Neo, c'est ma première SCPI que j'ai achetée. Ça vous permet de voir comment ça fonctionne. Concrètement, j'ai payé ma SCPI 187 euros et directement, j'ai eu 25 euros offerts. Donc, ça fait, si on prend 25 euros sur 187, ça fait plus de 10% de rendement net qu'on prend dans sa poche, si on devrait calculer ces 25 euros là par rapport à ça, plus un rendement annuel de 6,50. Donc vous voyez que ça, c'est quand même hyper intéressant. Et donc j'investis sur celle-ci et aussi, comme je l'ai dit, Hirokozen, juste là, qui a un rendement aussi un petit peu plus important. Donc moi, je conseille vachement cette plateforme en fait où tout est centralisé et surtout ça permet de récupérer du cashback. Là, on est en septembre, donc à la rentrée, il y a 3,25% de cashback aussi qu'on récupère. Donc franchement, si vous n'avez pas testé Louvainvest, moi, c'est vraiment top. Je passe que par eux pour la partie SCPI et je vous mets un lien sur cette vidéo qui vous permet d'avoir 25 euros offerts après son premier investissement. Notamment, là où c'est intéressant, si vous le faites sur une toute petite SCPI, vous récupérez directement 25 euros. Donc ça vous fait quelque chose de vraiment top. Du coup, maintenant, on va prendre un exemple de portefeuille. Si je devais investir 1000 euros, quelle serait ma répartition? Je vais vous la partager. Premièrement, je vous ai partagé 6 actifs, mais en réalité, je n'en mettrai que 5 à ce niveau-là. Donc, l'actif que j'ai enlevé, alors c'est non pas les SCPI, c'est pas les obligations d'État,
c'est pas les crypto-monnaies, c'est pas les ETF ni le crowdfunding, mais c'est les actions à dividendes. Parce que pour moi, ici, c'est celle qui va avoir le moins beau rapport temps récompense et surtout temps résultat qui va être aussi plus incertain. Parce que très souvent, on est rarement meilleur que le marché, surtout pour des particuliers qui ont un travail et qui regardent ça juste le soir et le samedi matin ou le dimanche. Donc, moi, j'investis sur, pour l'exemple ici, 5 classes d'actifs. Donc ici, si j'avais 1000 euros, premièrement sur la bourse, j'investirais 70%. Donc, c'est plus de 2 tiers du portefeuille serait en bourse parce que pour moi, je veux vraiment un socle qui est solide, principalement en ETF directement. Donc là, plusieurs stratégies. Soit vous choisissez un qui est très large, un Word ou un S&P 500 si vous croyez beaucoup aux US, ou sinon vous diversifiez un petit peu avec peut-être du stock 600, ça peut être aussi un petit peu pour l'exemple ici de small cap, imaginons un Russell 2000, du pays émergent si vous le souhaitez. Là c'est vraiment comme vous voulez. Pour ça, donc là si on est en France, clairement PEA, faut blinder le PEA à ce niveau-là. Pour ça, je vous recommande Boursorama. Moi, j'ai encore mon PEA chez eux à ce niveau-là. Même si je suis maintenant résident à Maurice, j'ai toujours mon PEA qui est chez eux. Et c'est le mieux, surtout qu'il y a des ETF maintenant de chez iShares où on paye 0% de frais d'achat et de frais à la vente. Donc pareil, je vous mettrai un lien sous cette vidéo qui vous permet d'avoir 110 euros offerts à l'ouverture de votre PEA. En sachant que pour Boursorama, avant d'ouvrir son PEA, on est obligé d'ouvrir un compte bancaire. Donc on ne peut pas ouvrir de PEA sans compte bancaire. Donc le lien que je vous mets, il vous permet d'ouvrir votre compte bancaire, c'est gratuit et par la suite, vous pouvez ouvrir un PEA et vous avez 110 euros offerts à l'ouverture du compte que vous pouvez directement investir, ce qui vous permet non pas d'investir 1000, mais vous investissez 1110 directement. Après, on a la partie crypto juste ici. Donc là, je mettrai 10%. Donc c'est aussi une assez belle partie, en réalité 10% sur la totalité. Le crowdfunding, 6,60%. SCPI, 6,60%. Et obligations, 6,60%. Donc concrètement, il y a 80% du portefeuille qui est sur, pour moi, des actifs qui sont vraiment hyper intéressants. Et au niveau de la bourse, pour moi, c'est le socle le plus solide. Après, la crypto, c'est ici moins solide à mes yeux que du crowdfunding, la SCPI ou des obligations. Mais vu que c'est ce qui performe le plus, il y a quand même une belle partie du portefeuille qui est là-dessus. Par contre, c'est là-dessus qu'il va y avoir le plus de volatilité. Le crowdfunding, très intéressant, prendre du 12% de rendement. Même si, imaginons, on a un défaut un jour, si on a diversifié son portefeuille, moi je vous l'ai montré la première brique, j'ai plus de actuellement 37 projets, mais j'ai investi sur 52 projets. Donc c'est vraiment diversifié puisque 52 projets, si pour l'exemple, voilà, il y a 18 000 euros, 16 000 euros à peu près en pouvoir d'investissement cumulé, ça doit faire que j'investis 300 euros des fois par projet, 200. Donc ça me permet vraiment de diversifier à ce niveau-là. La SCPI, là j'en ai deux, mais les deux que j'ai, elles sont diversifiées. Hirokozen, il y a du bureau, il y a aussi du commerce, il y a aussi plusieurs pays. Donc là, c'est vraiment aussi top, je trouve, la SCPI. Et la partie obligation, là encore une fois, ça va dépendre de la période. S'il y a vraiment des obligations qui peuvent être intéressantes au niveau des taux, et bien pourquoi pas. Ça permet de sécuriser un rendement sur le long terme qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les 6 meilleurs investissements selon moi pour investir 1000 euros. Donc j'espère que ça vous a plu à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, je vous mets tous les liens sur cette vidéo, notamment pour avoir des bonus à l'ouverture, que ce soit chez La Première Brique, Louvainvest pour la partie SCPI, mais aussi directement Boursorama pour le PEA. N'hésitez pas à en profiter et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.